Elon Musk vient de redéfinir la station-service façon années 50 avec son Tesla Diner rétro-futuriste en plein Hollywood. Pendant qu'ils installent des burgers et des néons sur la côte ouest, Tesla présente à l'autre bout du monde un modèle YL géant taillé pour les familles. De son côté, l'intelligence artificielle continue de faire des dégâts. Microsoft vire 200 employés et une start-up britannique valorisée à 1,5 milliard de dollars s'effondre après la découverte d'une fraude massive. Mais accrochez-vous, parce que ça va swinguer, vraiment. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mes petits osieux? Bah écoute, pas mal. On est bien, on est là. Belle météo. Cœur de l'été, on y arrive, voilà, gentiment. Des sujets bien chauds là. Là, on va avoir des sujets, Yes. c'est une dinguerie. On a un petit peu de tout, ça va raviver les papilles, mais surtout l'IA, là, on est dans la controverse. Là, Ouais, on est dans ouais. le sujet, là. Ouais, Là, toutes les dérives là que moi avec toute la hype, t'as forcément Exactement. des gens qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Là, on est typiquement dedans. C'est intéressant, ça va être intéressant, je pense. tous les Phoenix Wright qui sont dans la place, là, il va falloir sortir les arguments pour sauver le soldat IA, parce que là, c'est dur. Bon, vous connaissez déjà la modèle Y. Aucune Je idée. vous apprends. Je vous apprends, il est lourd, ça y est, il commence. Ça y est, je casse les couilles. Mais ça y est, ils ont annoncé la modèle YL, L pour longue. That's what she said. Oh. Officiellement, elle a été dévoilée en Chine, même si, bon, c'est pas, on a eu des images, mais il n'y a pas encore eu de trucs tangibles. C'est une version rallongée, finalement, plus pratique pour les familles, parce qu'on aurait 3 rangées de 2 places. Ah Aujourd'hui, ouais. on a la modèle Y qu'on peut prendre en 7 places, donc avec 3 places supplémentaires, mais au niveau du coffre, comme on peut le faire sur un espace ou un Scénic ou des choses comme ça. Là, on serait sur un 2+2+2, un SUV 6 places, justement adapté pour les familles, avec un empattement un peu étendu. Le truc qui me fait quand même gaulerie, c'est d'annoncer une voiture pour les grandes familles en Chine, là où ils ont des problèmes pour faire des enfants, où ils poussent les gens à dire faites plus Mais de gosses. Écoute, C'est vrai. c'est vrai, mais apparemment, il y a un putain de gros marché du SUV familial là-bas. Ouais. Il suffit de voir les nouveaux Xpeng et des choses comme ça Ouais, qui bien sûr. justement sont gigantesques. Et même BYD a cette offre là-dessus. Mais je pense que Donc, c'est le SUV tout court qui vraiment cartonne en ce moment. Tout le monde veut des grosses caisses, en fait. Ouais, mais c'est étonnant de voir que le SUV 6 places a son importance. Ah, c'est ça qui est rigolo en plus dans le SUV 6 places, c'est-à-dire que tu as la Tesla déjà qui existe, qui est une 7 places, puisque tu peux mettre, je crois que c'est 2 sièges, alors je crois pas que tu peux en mettre 3 à mon avis, c'est que 2, parce que sinon ce serait 8 places. 5, 6, C'est 7, deux. oui, c'est 2 places, ouais. Donc ça fait 7 places, et là tu dis 2-2-2, alors niveau confort c'est incroyable, parce que si t'as le même empattement avec 2 sièges, t'es hyper bien installé. Par contre la caisse elle doit être turbo longue, et en plus tu perds une place dans la démarche. Alors, au final, oui, mais t'as plus de place effectivement répandue. Et vu que la voiture est un peu plus longue, je crois qu'on passe de 2,9 à 3 mètres de long. Ah ouais, Et bon, c'est c'est 10 cm. l'empattement est plus long Ouais. qu'une modèle X. Ah, donc Cool, elle est t'as un peu un vrai plus large. coffre, quoi. Elle est un peu plus large. Parce que moi, mon daron, il a un 5008, il peut rajouter 2 petites places là, tu sais, en mode vraiment, c'est presque des boîtes à gants les places là. Mais après, le coffre. Ouais, tu peux ouais, rien, pour les quoi. longs trajets, ça, c'est tu vois. vraiment, t'as le seum quand C'est- t'es ah derrière. Ouais, là, ça ouais. serait pas des strapontins a priori. Après, on n'a pas encore eu les images, mais ça serait des vraies places. Il faut savoir que on reste quand même sur une transmission intégrale, 2 moteurs, 456 chevaux, 2 tonnes à vide et 600 km d'autonomie. Globalement, la voiture, elle est pas beaucoup plus lourde qu'un autre modèle. Ouais. Donc ça, c'est intéressant et ce serait lancé à partir de l'automne 2025 à Shanghai. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rester compétitif sur le segment familial, de faire durer aussi la vie du modèle Y avant de passer sur une autre plateforme. Mais pendant ce temps-là, Elon Musk à Los Angeles vient d'ouvrir un resto. En fait, l'idée est venue en 2018 où Elon Musk évoquait un projet improbable, un drive-in à l'américaine, ambiance 50s où t'arrives, tu sais, les gens, ils Tu sont sais- là avec... Tu sais, là où en plus, en ce moment, les drive-in, ils ferment les uns derrière les autres. Alors, soit c'est un coup de génie, soit c'est la pire idée du monde. Mais je pense que le gars veut revenir à cette bonne vieille époque des Amériques où Ah ouais. tu t'arrêtais sur la route, tu profitais d'un bon petit burger et C'est tout ça, ça. l'âge d'or de la voiture. Ouais, L'âge à d'or de l'américaine. l'automobile, Il est exactement. dans la continuité de ce qu'il a déjà entamé avec Trump, où il rêve de revenir au l'American Dream, tout ça. Vraiment, on va revenir à l'ancienne, quoi. Il y a C'est 7 ans. exactement ça. Et il veut aller du coup un petit peu plus loin avec aussi ses stations de superchargeurs. Et du coup, l'idée est venue du Tesla Diner qui vient d'ouvrir actuellement une ambiance un peu rétro-futuriste plantée au cœur d'Hollywood sur Santa Monica. Faut un peu imaginer du coup les années 50 avec version 2025 quoi. Genre Donc, retour vers le futur 2, Genre, quoi. exactement, c'est ça. C'est 864 mètres carrés sur 2 étages avec une façade en néon, une forme de secoupe volante et il redessine un coin très passant d'Hollywood en fait qui était un peu laissé à l'abandon. Et donc on y retrouve un rooftop, un grand bar intérieur, des banquettes et surtout 2 bêtes d'écran LED à l'extérieur de 14 mètres visibles sur les 74 bornes ou 75 bornes de superchargeurs.
Aujourd'hui, il y en a 32 actives sur les 75, mais l'idée, c'est que ça se déploie au fur et à mesure. Et globalement, l'idée, c'est que tu viennes, tu poses ta Tesla, tu vas manger un petit bout, ce qui existe déjà, genre à Vierzon, par exemple, tu vas à Superchargeur et à côté, t'as un diner. Mais là, c'est un diner façon Tesla. Tu es accueilli par un robot humanoïde Optimus, évidemment. Et les gens, les serveurs, sont là avec des patins à roulettes, comme à la bonne vieille époque, pour te servir un burger, un milkshake, etc. L'idée stylée derrière, c'est qu'en plus, tu t'affranchis un petit peu du temps de la charge électrique, qui est souvent la critique principale pour se rediriger vers ce genre de véhicules et d'énergie, par le fait de passer une bonne ambiance et de manger un boost qui est encouragé pour les trajets longs où tu fais des pauses et on te dit, bah, effectivement, tu peux profiter du temps de la charge pour prendre un petit café, aller faire pipi, ce que tu as à faire, etc. L'idée est intéressante. Après, visuellement, j'ai quand même... C'est comment dire, le pari est osé dans la mesure où c'est pas dans sa direction artistique habituelle, les trucs rétro. Au contraire, c'est très futuriste. Donc, le néon rétro, moi, personnellement, c'est des visuels que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu as vu dans le même domaine, je crois que c'est Hyundai, les Ioniq, etc. Je suis trop fan du design. Je sais que c'est controversé, c'est très, très joli. mais moi, l'aspect néo-rétro comme ça, je suis très, très fan. Donc, j'ai hâte de voir visuellement, ce que ça représente. Bah, le retour pour moi du drive-in, justement, on en parlait. Je sais que j'avais écouté un reportage le matin sur une chaîne info. Et il disait que justement, c'était l'hécatombe des drive-in. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu rajoutes un aspect un peu parc d'attractions, tu vois. Vraiment qu'au-delà même de juste s'arrêter pour prendre une bouffe, il faut que limite, ça soit une expérience pour avoir envie d'y aller, quoi. Ah bah c'est clair, c'est un symbole. À l'heure où les véhicules, on essaie de s'en affranchir, où les villes sont de plus en plus remplies, où tu fais du Uber Eats pour avoir ton fast-food, il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller dans un diner pour... D'ailleurs, prendre ton petit déj, on n'est pas obligé d'y manger le soir, mais même le matin, tu peux prendre ton café, etc. Le côté expérience est intéressant parce que tu vois, par exemple, moi, je suis le genre de personne qui m'arrête plusieurs fois quand je roule. Parce que y a la pause pipi, il y a la pause manger, et généralement, on mutualise tout, où on se dit, bon, bah, on s'arrête au superchargeur pour aller manger un bout après. Aujourd'hui, le plus simple, c'est genre un McDo, parce que généralement, ils ont implanté des superchargeurs dans ces coins-là, dans des zones industrielles, ou alors au niveau d'un grand magasin, un Super U, un machin, des trucs comme ça. Là, l'idée d'avoir un diner à côté, je trouve ça hyper intelligent, parce que, bon, en plus du fait que tu poses ta voiture, généralement, tu la poses 20-30 minutes maximum, mais rarement plus, surtout avec les V4. Mais l'idée de mutualiser tout et offrir cette nouvelle expérience, de se dire, bon, bah voilà, on va profiter de dire... Je me pose, je fais mon trajet, mais pendant mon trajet, je vais aussi profiter pour manger et me poser pendant 1 heure ou 2 pour apprécier. Un peu à la style Disneyland, quoi. Et je trouve ça cool. En vrai, il y en a beaucoup qui le critiquent. Moi, je trouve ça bien. Enfin, j'aime bien m'arrêter en fait sur la route pour manger un bout parce que déjà, ça casse ton trajet, c'est plus cool. L'ambiance est plus cool. Et en plus, là, les horaires annoncés, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bah après, ouais, je pense pas que la volonté soit de créer une chaîne en mode Tesla Diner et d'en mettre à travers le pays. Je pense pas que ça fonctionne. Je pense que si. Tu penses? Je pense que l'idée, c'est de moderniser les superchargeurs et de... T'oublies, c'est qui le bonhomme, hein? Ouais, mais l'investissement, il est quand même fort. Là, tu parles de multiplier les superchargeurs dans des points spécifiques. T'as une chaîne logistique à gérer. T'as tout l'aspect visuel, c'est pas juste mettre des panneaux, etc. Le mec, il a envie de voir grand, mettre des écrans de LED de 14 mètres. McDonald's au début. Ouais, et tu parles d'un mec aussi qui a acheté Twitter alors qu'il savait qu'il allait être perdant dans l'opération. Ouais, parce qu'il aurait été plus perdant si, comme il l'avait annoncé, il l'avait pas fait au final, je pense. Mais là, pour le coup, ouais, McDo, c'est pas exactement pareil. La période n'était pas identique. Les investissements étaient quand même importants. Et McDo fait sa fortune sur de l'immobilier. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un produit qui vient faire du support. Il va pas générer énormément de thunes. Ça va contribuer à l'image de Tesla, je pense. Mais je veux dire, aujourd'hui, McDo, c'est une franchise. N'importe qui peut dire, toi, demain, tu veux ouvrir un McDo. C'est vrai. S'il le franchise, n'importe qui demain pourra dire, bon, bah, j'ouvre un Tesla Diner, exactement comme un McDo. Mais après, bon, bah, il y a des choses rudimentaires comme la qualité de la bouffe, etc., qui seront, bien sûr, jugées et jugeables sur le trajet. Et puis, on parlait d'investissement potentiellement à perte, mais Elon Musk, c'est un homme d'image. Tu parlais justement de l'image. Pour lui, déjà, c'est presque un argument suffisant pour dire, OK, on le fait, quoi. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'IA. Ouais, n'a jamais dit personne dans cette émission. Hein. Souvent, en plus, on aime avoir ce côté un peu positif de la tech, même si on parle beaucoup aussi de dystopie, etc. Et ben, écoutez, là, je vous propose de mixer la dystopie qui tombe dans le réel. Ça y est, voilà, pour de vrai. En ce moment, Microsoft, ils font pas mal parler d'eux et pas forcément bien. Il suffit de regarder ce qui se passe du côté de chez Xbox, du côté de chez Microsoft tout court. Et il y a aussi un des gros achats qu'ils avaient fait il y a une époque. Je parle d'Activision Blizzard. Et quand on parle d'Activision Blizzard, on oublie souvent de rajouter King, qui est
on va dire, King. eh bien, qui est Candy Crush derrière. King. Ils ont racheté. Ils ont le racheté studio Candy Crush. King, qui a donc derrière Candy Crush, qui est franchement qui a été sans doute l'un des arguments les plus en faveur du rachat d'Activision Blizzard. C'est pas en chinois, enfin en Chine, les développeurs de Candy Crush ou un truc comme ça? Eh bah, Je sais pas plus du dans tout. quel pays. Tu vas voir, c'est un peu partout en Europe et tu vas voir, et même aux États-Unis, et tu vas voir que bah ils ont pris un tarif et vous allez voir que l'histoire elle est à tomber par terre, vraiment, parce que je crois que niveau coup de sale race, il n'y a pas d'autre mot. C'est On une est sucrerie. Au top là. On est sur une sucrerie, bien joué. J'aime beaucoup. On a oublié, hein, mais Microsoft, au-delà d'Activision Blizzard, ils ont racheté Bethesda et tout. Maintenant, il y a pas mal de trucs. Hein, les licences Skyrim, machin, c'est chez eux maintenant. Hein, Tout à fait. Call Tout à of Duty, tous ces trucs-là, ça fait quand même Warcraft, enfin World of Warcraft, tout ça. Ah bah tout. Microsoft, Call of. là, les exclus, mon pote. Ah bah là, ils sont. Alors les exclus qu'ils arrêtent de faire en exclus, puisqu'ils c'est vrai. L'idée, c'est de s'ouvrir. L'idée, voilà, c'est de devenir un éditeur pleinement assumé. Mais tu vas voir que cette histoire-là, elle est vraiment, franchement, franchement, je suis Satya Nadella. Si j'arrive encore à me regarder dans la glace, c'est que je suis chaud quand même. C'est que mon âme est déjà loin. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout simplement, ils ont licencié environ 200 employés, donc principalement chez King, là, hein, je parle. Donc ceux qui sont derrière Candy Crush. Et si vous pensez que l'histoire elle est pas assez cruelle, bah je vais rajouter une petite dose. Ils les ont remplacés, enfin ils les virent pour justement les remplacer par de l'IA, parce qu'en fait tu sais Candy Crush c'est nécessairement globalement du développement de niveau aujourd'hui puisque tout est un peu en place. Et en gros l'idée c'est de faire du développement de niveau par l'IA. Vous trouvez que l'histoire elle est pas encore suffisamment corsée pour vous? Je vais rajouter encore une petite pièce dans la machine. Ces fameux développeurs qui sont mis à la porte aujourd'hui, c'est les mêmes à qui on a dit il y a quelques mois, il faudrait nous développer des outils qui vont vous permettre de vous aider. Ah, ils ont développé l'outil pour se faire virer. Ouais, c'est ça. Ils ont optimisé le workflow de travail. Voilà. Tu connais l'expression scier la branche sur laquelle vous êtes assise, et ben c'est tout typiquement ce qui s'est passé. On se croirait dans un film de méchant où finalement le gentil est manipulé pour finalement déclencher un peu l'apocalypse, et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc pour vous donner une idée, puisque vous vous posiez les questions sur où est-ce qu'étaient un petit peu les studios, j'en ai un qui s'appelle le studio Farm Heroes de Saga de King, qui est basé à Londres et qui perd ni plus ni moins que la moitié du personnel. Ça veut dire qu'ils étaient 100, ils en perdent 50. Imagine-toi, 50, c'est un peu l'ambiance quand il y a des vacances, que les gens partent un peu. Là, ça sera tous les jours. Ouais, voilà. Et en plus, là, il faut bien se dire que, c'est-à-dire que au-delà de perdre 50 personnes, ils bossaient pour Microsoft, donc c'est du cash flow quasi constant pour eux. Perdre la moitié des effectifs, c'est terrible. Perdre la moitié de ton chiffre d'affaires potentiel sur l'année, c'est terrible aussi pour la pérennité de la boîte. Exactement. Et en plus de ça, on a réussi à récupérer un peu le communiqué en interne. J'ai oublié la source, je m'excuse par avance, mais qui un petit peu explique. Et ils disent carrément que... Alors, ils essaient de faire croire à l'équipe de King qu'ils n'ont pas fait trop de bénéfices cette année. Microsoft, j'avais les chiffres. Eux, ils ont fait un profit de 171 milliards de dollars de bénéfices pour Microsoft l'an dernier. Bénéfices. Donc, Voilà, donc essaye de faire passer cette pilule-là. Et en plus, ils ont carrément expliqué qu'ils allaient finalement rediriger une partie de l'argent pour le marketing et l'IA. Donc c'est pleinement assumé. C'est limite, on te vire et on te dit, j'assume complètement de te chier à la face, voilà, cordialement. Et donc du coup, les gens sont, le moral est au plus bas. Dans le studio, ils ont fait des enquêtes internes, les gens sont choqués, extrêmement frustrés. Et d'ailleurs, ils expliquent qu'ils avaient vraiment besoin de renforcer les équipes de feedback pour tous ces niveaux qui sont conçus, parce qu'il ne suffit pas de les concevoir, il faut les tester, il faut les éprouver, voir si ça apporte quelque chose ou pas. Et en fait, ils déplorent qu'il y a plus de direction, de gens à la direction, plutôt que de développeurs, ce qui, eux, dans les enquêtes, ils voudraient plus l'inverse, ce qui peut se comprendre. Donc voilà, cette décision s'inscrit dans une restructuration plus large chez Microsoft. Pour vous donner encore le vertige, c'est 9000 postes qui sont supprimés uniquement dans la division jeux vidéo chez Microsoft. Uniquement là-dessus. Pour le remplacer par de l'IA. Et dans un contexte d'un investissement massif dans l'IA, on dit qu'il y a trop de monde à la machine à café, trop de monde dans les bureaux, trop de monde en réunion, etc., etc. Et donc voilà, Microsoft, ça devient aujourd'hui le symbole du mal, entre guillemets, de vraiment, on parlait de l'IA qui allait bouleverser nos vies, qui allait transformer le monde du travail. Si tu veux voir ce qui se passe au plus près de cette révolution qui est en train d'être opérée de manière assez silencieuse, je pense que Microsoft, c'est un peu le symbole ultime de tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est flippant.
C'est compliqué, c'est-à-dire que en fait Microsoft ils ont la position, il y a pas comment dire, c'est pas qu'il y a pas de concurrence, c'est qu'ils sont obligés d'innover. Dans la position où ils en sont, ils sont obligés de voir toujours une étape future. Ils ont les fonds et ils ont la structure nécessaire pour se permettre de se tromper. Malheureusement, de par ce que je constate moi aujourd'hui, alors je travaille avec de l'IA au quotidien, mais c'est pas mon sujet premier et de par le retour que j'en ai des confrères, etc. L'IA c'est un bon accélérateur, c'est un bon catalyseur. Tu peux pas confier l'entièreté de la conception d'un logiciel ou d'un système à une IA. Ça ne marche pas. Donc, l'idée de virer des développeurs pour les remplacer par de l'IA, j'espère que leur système, il est quand même vachement rodé parce que... C'est pas Copilot surtout. L'idée, voilà, Copilot qui est du chat GPT derrière. Ça marche pas très bien. C'est ça. Et le truc de se dire, je vais virer pour accélérer les temps de développement, bof, pour réduire les coûts, bah ça dépend. C'est-à-dire que si un truc que tu mets 2 ans à développer, tu mets 1 an à le développer, mais que ça te coûte 2 fois plus cher, t'as rien perdu. Enfin, t'as rien gagné non plus. Bien sûr. T'es exactement à ISO coût. Et d'ailleurs, encore une fois, moi, pour revenir juste à ce que tu disais, c'est chat GPT derrière. Non. Ils leur ont donné une version qui s'appelle plutôt Chat EPT. Chat EPT. Parce que franchement, mon gars, moi j'ai vu des démonstrations, ça a fini. Ouais, j'en ai fait les frais. Tu sais, cette semaine, j'ai essayé de convertir une image avec un diagramme UML avec des flèches, etc. Je lui ai dit, je veux juste la conversion en UML. J'ai passé genre 20 minutes à essayer de l'expliquer, impossible d'avoir le résultat qui fonctionnait. Donc, et c'est un truc pas très compliqué. Moi j'ai vu des démos, on a fini en mode malaise, hein, vraiment avec Microsoft, c'était pas bien. Ça va, mais c'est rigolo, ouais, ce que tu dis, parce que en fait, ça montre un peu la tendance à se dire l'IA, c'est un outil qui est miraculeux. C'est pas miraculeux, l'IA, c'est des systèmes, peut-être qu'on les comprend pas tous. C'est un truc obscur des ingénieurs en données, etc., avec des modèles prédictifs, de la probabilité, etc. Mais enfin, il faut des gens pour les maîtriser derrière. C'est pas juste faire un prompt et avoir un logiciel, sinon tout le monde serait Bill Gates demain, tu vois. Ou Satya Nadella en l'occurrence. Mais... Il faut savoir l'interpréter, mais c'est vrai qu'ils ont besoin de personnel, quoi qu'il en soit, pour pouvoir derrière les convertir. Exactement. Donc c'est. Et dans les structures comme ça où tu développes beaucoup de logiciels, tu as aussi ce qu'on appelle le quality assessment. Donc, ils sont les gens qui sont tellement bons, qui sont en fait à un niveau au-dessus. Et leur boulot, c'est pas de coder, c'est de vérifier le code des autres et de dire bah là, c'est pas efficace, là, c'est pas bien relié, là, tu utilises la mauvaise bibliothèque, la mauvaise librairie, ce genre de trucs. Et en fait, eux, leur taf, c'est de vérifier le travail qui est fait en amont par les développeurs. S'ils vérifient du code par l'IA, alors potentiellement, ils peuvent s'en servir pour améliorer ce que les retours de l'IA derrière. Mais le travail de la qualité, tu sais ce que c'est majoritairement? C'est con, mais c'est des meetings. Parce que ça coûte pas cher de faire des meetings. Évidemment, plutôt que de sortir un truc et de le corriger après coup. Les meetings, c'est très... Alors, je suis pas non plus meeting au fil, hein, j'aime pas rester bloqué tout le temps. Mais c'est un moyen très simple d'être sûr que la direction dans laquelle tu vas est la bonne et surtout que tu vas dans la bonne manière. Et ça coûte très peu d'argent à une société. Comparé à se dire, je vais tout remplacer par de l'IA, je vais tout lui confier, puis derrière, je vais passer je sais pas combien de temps à corriger la merde qu'elle m'a sortie en pensant que j'ai gagné du temps. Non, mais enfin, vraiment, ce qui rend assez fou, c'est que autant à la limite, je peux comprendre cette envie d'automatisation en fait de niveau, et quand tu vois un peu quand on connaît un peu Candy Crush, on se dit qu'en vrai l'idée elle est maligne en soi. Mais pour moi, il faut quand même essayer de garder les ressources. Alors peut-être que il faut dégraisser un peu, pourquoi pas. Moi perso, c'est bon, je me place à la position des employés, et c'est difficile de se le dire. Mais si j'essaie vraiment de me mettre dans l'avocat du diable, tu vois, pourquoi pas garder des ressources en interne, mais vraiment un peu plus pour prévoir le coup d'après. Comment peut se réinventer Candy Crush? Parce que c'est comme tout. Au bout d'un moment, ça va s'essouffler, ce truc-là. Donc, comment tu pouvais voir? Et ça, c'est de faire confiance à l'humain, aux idées créatives, à garder un petit peu tes talents. Et en fait, de plus en plus de ce qu'on entend de Microsoft, c'est qu'il y a une déshumanisation complète. De ce que je comprends, apparemment, Satya Nadella, il commence à être un petit peu, tu vois, alors que le gars, il avait plutôt une bonne répute quand il est arrivé côté Microsoft. Il venait remplacer Steve Ballmer et tout le monde était content parce que c'était un mec du métier plus qu'un mec du business, comme l'avait été l'autre qui avait fait fructifier la marque. Là, le gars, apparemment, il est en train de s'enfermer dans une tour d'ivoire, il devient inaccessible. Et en fait, il en est qu'à vouloir augmenter les profits, tu vois. Et le truc, c'est que à tout détruire comme ça, moi, je pense que... j'espère en tout cas qu'ils ont bien calculé leurs coûts, parce que le nombre de fois où des boîtes, genre par exemple, c'est un peu même le versus, tu sais, internalisation versus externalisation. Il y en a plein qui ont tout misé sur l'externalisation, qui sont vite revenus en arrière parce qu'il y a aussi des défauts qui sont très complexes. Et
Et je pense que là, c'est potentiellement enfin, perso, je sais pas c'est quoi qui tourne comme IA derrière, mais quand je vois l'IA de Microsoft, vraiment, moi, je lui ferais pas confiance. La vérité, c'est que tu as aussi beaucoup les investisseurs sur le dos et tout le monde est bombardé d'IA, donc ils se disent il faut de l'IA, on peut pas réduire les coûts, remplacer-les par de l'IA. Tu vois, encore une fois, c'est ce que tu as dit, c'est des gens qui connaissent le business, mais qui connaissent pas les réalités complexes de la ramification du métier. Tu vois, ils se disent l'IA, j'entends que ça peut faire ça, ça va le faire et ça va le faire à moindre coût, donc je vais virer du monde. Tu vois, même si c'est un mec du métier, la pression d'être PDG d'une des plus grosses boîtes du monde, je pense que ça doit retomber sur tout le monde à un moment donné. Après, les investisseurs, ça peut autant être bénéfique que aussi le poison qui tue une entreprise. Parce qu'à trop vouloir tout tirer la corde vers eux, ou en tout cas la couverture, je voulais dire, surtout vers eux, tu te retrouves à être beaucoup moins bon et le déficit d'image, tu vois. Je veux dire, c'est bien de faire plaisir aux investisseurs, mais là, Microsoft, en ce moment, ils sont en train d'écurer tout le monde. Il suffit de voir la fanbase Xbox. Tout le monde commence à vraiment détester la marque au plus haut point parce que même, tu vois, quand tu fais comprendre aux gens que finalement avoir une Xbox, ça a plus de sens parce que tous les jeux arrivent sur les autres plateformes et qu'en plus, avec le Game Pass sur lequel d'ailleurs ils sont un peu en train de transpirer parce que le modèle est toujours pas rentable, en fait, les gens qui avaient foi en la marque, les gens qui ont investi, il y a même une des co-créatrices de Xbox qui a fait un podcast il y a pas longtemps pour dire à quel point elle reconnaît plus la marque qu'elle a créée, l'aventure qu'ils ont voulu monter, ce qu'ils ont voulu inspirer auprès des joueurs. Elle-même dit ils sont en train de tuer la marque, quoi. Tu parlais, Mathieu, du fait de remplacer les développeurs par des nouvelles solutions IA. Est-ce que tu as déjà entendu parler, ou toi, Quentin, de Builder.ai? Jamais. C'est un truc de construction? C'est presque ça, ouais. Ouais. C'est une société qui promet, je cite, c'est les mots de son fondateur Sachin Dev Dugal, à quiconque de créer une application aussi simplement que de commander une pizza. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'il présente la société à travers son assistant virtuel qui s'appelle Natacha et qui permettrait d'assembler des modules de code génériques. Donc c'est comme il présentait ça comme une ligne de montage de l'IA qui permettrait de réduire de 70% le développement et les coûts. Ce qui est un peu rigolo, c'est que Microsoft, ils ont intégré cette solution, donc ce bot Natacha à Azure, ouais. Il y a eu des startups qui ont intégré et qui ont multiplié les projets à travers cette plateforme. C'est une société qui a levé plus de 450 millions de dollars d'investissement. On a dit au travers de Microsoft, mais au travers aussi du Qatar Investment Authority, de SoftBank, et qui a fini valorisé, comme tu le présentais dans l'introduction, à 1,5 milliard. Cette fameuse plateforme donc, qui a été présentée en 2023. C'est une plateforme privée, enfin je veux dire, il y a un outil pour le grand public ou c'est uniquement pour les... C'est très B2B, hein, c'est B2B. Très au niveau des sociétés, ouais, tout à fait. C'est, j'ai pas exactement le montage, enfin le modèle économique derrière, mais j'imagine que ça doit être des abonnements en fonction du nombre de requêtes que tu fais, tu vois, pour rentabiliser un petit peu le modèle. C'était une licorne montante britannique. Licorne, hein, pour rappel, c'est quand c'est valorisé à au-delà de, je sais plus, c'est un certain nombre de milliards. Je crois que c'est 1 milliard, ouais, c'est ça. Toutes ces belles promesses, il y a eu un moment où des enquêtes ont eu lieu au travers de ces sociétés et ils ont découvert que, en fait, il y avait pas d'intelligence, enfin, il y avait très peu d'intelligence artificielle derrière. En fait, toutes les demandes qui étaient faites, elles étaient développées par une armée de développeurs basée en Inde. On estime à peu près 700 développeurs dans un regard qui est développé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On les appelait les Natachas. C'est fou. C'est pas vrai, c'est un faux, c'est pas vrai. Dinguerie. Mais je vous parlais tout à l'heure de la hype de l'IA avec le fait de... Ils ont juste acheté l'extension .ia sur leur site, c'est tout. Ils ont dit à base d'IA, personne va aller vérifier. Il n'y a pas d'IA. Il y en a, mais il y en a pour des trucs, mais des conneries apparemment, genre faire les plannings et les prix. Mais le développement des logiciels, l'idée est pas mauvaise de faire des modules de code que tu viens brancher les uns les autres, ça existe déjà, ça s'appelle du low-code. Par contre, tout filer à 700 mecs pour qu'ils reçoivent les prompts et qu'ils développent ça, en disant ouais, c'est de l'IA, c'est révolutionnaire et tout, bah non. Mais vraiment pas. C'est juste un travail d'employé, c'est tout. T'as dit low-code, non, c'est no-code. Alors, no-code, oui, pardon, ouais, parce que t'as les deux, t'as low-code et t'as no-code quand tu développes un petit peu certains trucs, mais effectivement. Là, je pense que c'est plus du no-code. Ça, c'est plus du no-code. Et en fait, si tu veux, il y avait quand même pas mal de comment dire, de clients où tu peux te dire, où je vais essayer, la promesse est belle avant de savoir évidemment que c'est un scam, etc. Mais en fait, les clients n'étaient pas non plus hyper satisfaits de ce que j'ai vu. Il y avait pas mal de gens, notamment des startups, des PME, des agences qui allaient
qui ont souscrit à la plateforme en croyant qu'ils allaient bénéficier de développement ultra rapide, mais il y a eu beaucoup de retard de livraison. Tu m'étonnes, l'IA, il est en train de bosser, le gars. Le mec, faut qu'il bosse derrière. Hein, voilà. Putain, j'imagine trop un hangar à la Squid Game, tu sais, avec les mecs qui développent et tout. Et... Non, moi, ça me fait penser à Astérix et Obélix quand ils sont dans l'ascenseur tranquille et t'as tous les gens qui sont en train de pédaler derrière, quoi. C'est vraiment cette image-là. Exact. Et ce qui me fume, c'est que les mecs, au bout d'un moment, il y en a même des employés qui se sont excusés auprès des clients. Genre Mais comme si... Alors, je sais pas si la manière dont on présentait, si eux, ils présentaient l'emploi à leurs salariés, s'il y avait genre un NDA, un non-disclosure agreement qui disait tu ne peux pas dire que tu bosses pour nous ou que tu remplaces une IA. Je sais même pas si c'était au courant qu'il a remplacé une IA, tu vois. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il vogue vachement sur la tendance du mot IA, en fait, mais c'est exactement tous ces trucs-là, alors qu'il devrait simplement dire, bah, ça vous aide simplement, il y a des gens qui font le code pour vous, quoi. Et tu dis qu'il y a une petite brique IA, et puis comme d'hab, de toute façon, les briques IA, c'est pourquoi? C'est que pour qualifier les requêtes de base, etc., il y a plein de produits qui te disent, on a un module IA, le module IA constitue une partie très spécifique de ton produit qui n'est pas du tout vital au fonctionnement. Je sais pas, un cas d'usage qui est courant que j'ai vu il y a pas très longtemps, c'est que tu déposes tes notes de frais, bah l'IA elle va lire les champs et puis elle va te sortir la TVA, le prix de ton truc, etc. Il y a un peu d'IA, ça fait plaisir aux investisseurs, mais c'est pas critique pour faire fonctionner ton produit. Et surtout, tu ne mens pas dans ce discours-là, parce que en plus, vous allez me dire, bon déjà les mecs ils mentent, il y a pas d'IA, c'est 700 mecs qui sont là outre-Atlantique pour développer. Ils ont aussi trafiqué les chiffres pour attirer les investisseurs. Ils ont trafiqué leur chiffre d'affaires. Ah ouais, chiffre d'affaires. Oh, wow. Ils faisaient des boucles avec de facturation circulaire avec une société sœur indienne qui s'appelait Verse Innovation. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surévalué les revenus de 2024 de 300%. En disant, regardez combien on génère. Au lieu de faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, ils en faisaient que 50 000. Mais derrière, vu que c'était surévalué, bah, potentiellement, ça ouvrait la porte à de plus gros investissements de la part des fournisseurs dont j'ai parlé juste avant. Donc les pays... Oh, le zinzin. Arriver à baiser Microsoft comme ça, c'est un peu fort quand même. Et c'est un peu aussi de la démarche, tu sais, de toute l'instantanéité qu'on a sur le développement des nouvelles technologies. Vous vous doutez bien que, évidemment, quand ça a été découvert, il y a eu une vague d'indignation possible. Déjà, le PDG, c'est ciao. Globalement, c'est il va disparaître quand le Qatar va savoir ça. C'est le minimum. Alors en plus, je crois qu'ils lui ont donné un nom. Genre le mec, il se faisait appeler dans sa boîte le sorcier du développement ou un truc comme ça, le sorcier de l'IA. Enfin, il y a un nom trop chelou qui fait penser à une secte. À côté de ça, effectivement, je vous ai parlé des investisseurs, le Qatar, Microsoft, SoftBank, etc. Ils se sont dit, effectivement, c'est pas normal, hein, l'argent qu'on t'a donné, c'est pas génial. Les mecs, ils sont actuellement endettés, ils sont en faillite. Ils doivent 85 millions de dollars à Amazon et 30 millions à Microsoft pour l'utilisation de leurs infrastructures, puisqu'ils ont quand même eu de l'interconnexion. Azure et tout ça. Ouais. Il y a eu 1000 employés qui ont été licenciés, donc c'est terrible parce que, outre le fait que tu as menti aux clients, en fait, c'est tes employés, c'est les gens qui bossent pour toi qui sont pénalisés, puisque on peut plus te payer, et puis que de toute façon, plus personne va te faire confiance. Ah oui, là, c'est on a acheté de l'IA, on a des Indiens, encore une fois. Hein. Il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir des développeurs offshore. Si tant est que, voilà, pour des raisons éthiques, tu fais un peu attention à la manière dont ils sont traités, etc. Par contre, sois honnête dans le discours. Il y a un administrateur judiciaire qui a été nommé au Royaume-Uni pour les recouvrements, puisque, encore une fois, il y a eu des investissements qui ont été faits, il y a eu des dépenses qui ont été faites, il faut les payer. Et surtout, à mon avis, l'action, je pense qu'elle va prendre un grand coup dans les chicots. Et des procureurs américains, ils ont exigé la liste des comptes et la liste des clients dans le cadre d'une enquête fédérale. Quand tu as les fédéraux qui te tombent dessus... Ils sont morts. Quand t'as les fédéraux qui te tombent dessus en Amérique, c'est très déjà, tout le monde a sauté du navire, mais là, en fait, c'est cata. Enfin, la boîte, c'est ciao, bonsoir. Et pour terminer, la petite chantilly sur le caca, le fondateur Sachin Dev Duggal, il fait l'objet d'une enquête pour blanchiment lié à des transactions douteuses, puisque vous doutez bien que le mec, en 2023 jusqu'à 2025, 1,5 milliard de valorisation, ça fait grossir la tête, surtout en Inde où le PIB est un peu plus bas. Donc je pense que le mec, alors lui, pardon, il est pas d'ailleurs, il est pas indien, il est anglais. Mais quoi qu'il en soit, une si grosse somme d'argent, je pense qu'à mon avis, le mec, il a dû se faire plaisir. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je pensais au scénario du Loup de Wall Street. C'est un peu de ça. C'est un peu de ça. Encore là, c'est encore un poil différent parce que il y avait une partie, tu vois, de trafic dans l'histoire du Loup de Wall Street avec Jordan, je sais plus comment il s'appelle son nom. Belfort. Jordan Belfort, ouais.
Mais c'est un empire qui s'est créé petit à petit. Là, c'est vraiment surfer sur la vague complet Ouais, et de ouais. se dire, je Il vais a faire dit, un je fais produit. ça. C'est Je ça, mais en ramasse plus, c'est tout. trop nul en fait. En plus, Ouais. c'est trop nul. T'as 700 experts qui travaillent dans ta boîte, juste mets-le en avant. Non, Est-ce mais que Tu tu imagines dire c'est une IA, c'est nul. Moi, j'imagine le truc, tu sais, t'as une boulangerie, tu te dis, je commande un gâteau, tu vois, et le gâteau, il est fait par que des robots derrière, et tu te rends compte qu'il n'y a pas de robot. En fait, t'as un robot qui sort pour t'amener le gâteau, mais derrière, c'est des vrais employés Ouais, qui te bien font le sûr. gâteau, qui te font la crème et tout. C'est complètement con. Bah oui. Et surtout, à quel moment il s'est dit que ça allait passer. En Bah, fait, c'est écoute, surtout ça que je me dis. Bah, c'est passé apparemment, puisque moi ce qui me sidère, c'est qu'il y en avait pas qui est comme des gens comme Microsoft et tout, qui est pas à demander un peu plus patte blanche ou éprouver un peu plus le sujet, tu vois. C'est pas faux. Et il y a, sur ce que tu viens de dire, il y a une phrase de l'article de Clubic qui en parlait, qui est très bien, qui, je trouve, comment dire, englobe un petit peu toute cette espèce de frustration et de flou autour de l'IA. C'est l'innovation réelle se juge sur la robustesse du produit, pas uniquement sur la narration publicitaire. Donc on peut transposer ça sur plein de produits et plein de secteurs différents, mais dans le cas de la catégorie de l'IA, avec toutes les promesses qu'on nous fait et le fait que ce soit quelque chose qui est un peu compliqué si on n'est pas versé dans le domaine, qui s'applique très très bien à ce genre de cas-là. Donc des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Un bon développeur qui fait bien son taf, que vous payez contre de l'IA qui promet de réduire les coûts, etc., mais qui en fin de compte, il faut quand même des gens pour le gérer et vous adresser à un système qui est flou. Bah, je trouve que des fois, le calcul, il est vite fait et que les investisseurs devraient plus faire attention à la manière dont ils font bosser des bons employés plutôt que d'essayer de tout remplacer pour des buzzwords qui sont un peu marketing. Et ben voilà, pour les actus de la semaine. Et tiens, petite question, vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes vraiment ennuyé, genre sans téléphone, sans écran, juste vous et le temps qui passe? Là, tout de suite. Ok, ouais, bah écoute. En tout cas, dans le prochain épisode de Bubble, on va s'interroger. Est-ce que l'ennui est devenu un luxe à l'ère des notifications? Et surtout, qu'est-ce qu'on perd à vouloir l'éviter à tout prix? Merci les osios, et à jeudi dans Bubble. Ciao. Ciao.